Et comme journaliste, je me considérais quand même au service déjà de la population. Et donc pour moi, c'est le prolongement logique. Parfois, c'est paradoxal parce que la population réclame plus de démocratie, mais en même temps, il faut quand même tirer, je trouve, vraiment les gens pour participer très concrètement. J'ai toujours l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment, quoi. Tant qu'au sein d'une famille, je suis désolée, vous êtes un homme, mais l'homme n'aura pas pris autant de place que la femme. Ça restera très compliqué pour la femme de se faire une place en politique. C'est Aristote le premier à l'avoir écrit. L'homme est un animal politique. Vous, moi, nous appartenons donc tous à cette étrange espèce. Pourtant, les politiques, ça reste souvent eux, les autres. Des drôles de bêtes qui, 23 siècles après le philosophe grec, restent insaisissables et souvent mal aimés. L'objet de ce podcast, c'est bien de remédier à cet échec de la zoologie politique contemporaine. Pendant les prochaines minutes, on vous offre donc un poste d'observation privilégié. Ouvrez grand les oreilles, soyez à l'affût. Voici donc une chance unique d'approcher et d'examiner au plus près une femme politique. Bienvenue dans notre podcast, l'animal politique. Bonjour Anne Pierson, bienvenue dans ce podcast produit par le mouvement Les Engagés. Vous êtes donc un animal politique, mais un tout jeune animal politique, car si vous êtes première échevine de la ville de Ciney depuis 4 ans, vous aviez avant une toute autre vie. Jusqu'en 2018, vous étiez en effet la rédactrice en chef de MaTélé, média de proximité, télévision locale de l'arrondissement de Dinan. Alors, soyez tranquille, vous êtes ici en sécurité, nous ne vous voulons pas de mal, nous ne voulons pas vous dompter, encore moins vous envoyer à l'abattoir. Tout ce que nous souhaitons, c'est vous observer de près, de très près, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les êtres politiques, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui se cache à la source de votre engagement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, c'est de mettre à l'honneur cette fonction politique dont on ne parle finalement pas si souvent, l'échevin. Mais avant de se lancer, et pour terminer votre présentation, voici un rapide questionnaire, 3 questions pour mieux vous cerner. Anne Pierson, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Être une femme à la tête d'une rédaction de journalistes ou aux commandes d'un échevinat politique ? Les deux sont très compliqués. Être rédactrice en chef, donc à la tête d'une équipe de journalistes, c'est compliqué aussi parce que je pense que les journalistes ont des personnalités quand même ce sont des personnalités bien trempées et donc gérer tous ces caractères et parfois aussi ces égos, c'est vraiment pas une mission facile. Être rédacteur en chef d'un média, mais ça veut dire aussi, surtout quand on travaille en presse quotidienne, tous les jours presque redémarrer d'une feuille blanche. Et donc ça demande quand même un investissement fort au quotidien, puisque quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, on doit avoir une émission, un JT qui tient la route, quelle que soit l'actualité. C'est parfois très très compliqué. Mais comparé à la politique alors ? Comparé à la politique aussi, je compare quand même souvent les deux fonctions. Quand on démarre une journée en politique, on ne sait jamais non plus comment elle va se terminer ou comment elle va se dérouler. On a parfois un planning bien établi, mais en plus moi je suis échevine des travaux, donc il y a quand même généralement des surprises. On a les citoyens aussi qui nous interpellent pour des problèmes ponctuels au quotidien. Donc des deux côtés, je trouve, on doit continuellement faire face aux imprévus, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Ce n'est pas d'un côté comme de l'autre, c'est sûrement pas un boulot monotone. Deuxième question, vous avez fait de la télévision, présenté des journaux télévisés, mais aujourd'hui quand on cherche des informations sur vous sur le net, on trouve très peu de choses. Alors vous vous définiriez plutôt comme quelqu'un qui aime l'exposition ou plutôt la discrétion ? Non, plutôt la discrétion. Je suis quand même quelqu'un plutôt d'introverti. Si j'ai choisi de faire du journalisme, c'est parce que je considère que le journaliste, il est au service de la population, un peu comme un politique. Il est aussi là pour exercer des missions au service de la population et pas pour se mettre en avant. Donc je trouve que c'est pas très intéressant. Ma vie n'est sans doute pas très intéressante. Je trouve que c'est plutôt intéressant de s'intéresser aux autres et
dans mon métier, c'est toujours ce que j'ai préféré faire, réaliser des portraits de personnes, faire découvrir l'envers du décor, ce que le téléspectateur ne voit pas au quotidien. C'est toujours ça qui m'a motivée plutôt que de parler de moi, tout simplement. Vous me lancez sur ma troisième question. Aujourd'hui, c'est vous qui répondez aux questions, mais pendant longtemps, c'est vous qui les avez posées. Alors, dans ces face-à-face, quelle serait la personnalité ou l'interview qui vous a le plus marqué ? Je trouve que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai suivi pendant un an la campagne électorale de 4 mandataires de la région de l'arrondissement de Dinan, donc avec 4 profils différents. Donc je les ai suivis plus ou moins pendant un an pour arriver au documentaire qui a été intitulé Les Campagnards et qui a eu le prix Belfus de la presse audiovisuelle, parce que j'en suis quand même fière. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, pouvoir là vraiment rentrer dans les coulisses d'une campagne électorale et aussi découvrir vraiment des personnes en profondeur et les faire découvrir au public. Il est temps maintenant d'entrer dans la première partie du podcast, celle où on va vous observer en tant qu'animal politique. Donc vous avez fait des études en journalisme, à l'IEX, mais en sortant de l'école, votre tout premier job, ça a déjà été au cœur du monde politique, puisque vous avez commencé au service presse d'un ministre fédéral, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? Que la vie politique était très intense. C'est vrai, je sortais de l'école, je voulais améliorer mes connaissances en néerlandais, donc j'avais écrit à tous les ministres fédéraux flamands. Je suis allée vers le premier qui m'a répondu, et ça, c'est vrai que là, j'ai pu découvrir, c'était le ministre des Pensions à l'époque. En plus, il y avait une grande réforme au niveau des pensions à ce moment-là. Et donc là, j'ai vraiment découvert l'envers du décor, ce que c'était la vie d'un ministre, ou la vie professionnelle en tout cas d'un ministre, avec toutes ses complexités, toutes les difficultés, tous les imprévus au quotidien. Et je pense que oui, ça m'a profondément marquée. Est-ce que c'est une expérience qui vous a servi après dans votre carrière de journaliste ? Oui, parce que j'ai quand même fait mon stage, j'ai fait un stage et puis j'étais engagée au service presse. Et donc, voir comment on rédige un communiqué de presse pour qu'il soit le plus pertinent possible. C'est vrai que j'ai fait des études de journalisme, mais quand on sort de l'école, il faut quand même bien s'avouer, on ne sait pas grand-chose. On a la théorie, mais on n'a pas la pratique. Et donc, oui, évidemment, comment gérer la communication, parce que là, on est dans la communication et pas l'information. Mais c'est super intéressant d'avoir vu ça avant de devenir vraiment journaliste. Ensuite, donc, vous vous êtes attachée à développer votre carrière journalistique pendant une quinzaine d'années jusqu'à devenir rédactrice en chef. Et puis, juste avant les dernières élections communales, virage, puisque vous acceptez de figurer sur les listes à Ciney. Vous quittez la rédaction, vous récoltez 2295 voix de préférence et vous devenez première échevine de la ville. Qu'est-ce qui motive une telle décision ? Quel est le chemin de pensée qui vous a fait passer de l'autre côté de la barrière finalement ? Comme vous l'avez dit, pendant 15 ans, j'ai été journaliste et donc j'ai quand même observé justement les hommes politiques de ma région. Quand on observe et qu'on est journaliste, on est aussi très critique par rapport à la façon dont les choses se déroulent, par rapport à la manière dont les hommes politiques font leur travail. Et puis à un moment donné, on se dit, moi aussi je pourrais mettre ma pierre à l'édifice. J'ai quand même toujours été impliquée dans la vie locale à Ciney. J'ai fait partie de la jeunesse de mon village, j'ai été présidente des FJA, ce qui est devenu FJA aujourd'hui, mais par le passé JAP, Jeunesse agricole paysanne. J'ai toujours été impliquée aussi dans la vie de mon village actuel, dans les conseils de fabrique, dans quand même plein de choses. Et donc à un moment donné, se dire on va devenir acteur vraiment de sa commune en s'y impliquant politiquement, c'était un peu finalement la suite logique. Et comme journaliste, je me considérais quand même au service déjà de la population. Et donc pour moi, c'est le prolongement logique. Vous diriez que journaliste et politique, finalement, c'est peut-être juste les deux faces d'une même pièce ? Parce que des journalistes qui passent en politique, c'est pas si rare que ça, dans le fond. Non, c'est vrai. Vraiment, quand on fait son métier de journaliste en se disant qu'on exerce des missions de service public, ce qui est le cas. Et puis après, quand on passe de l'autre côté, on est aussi là pour servir le citoyen finalement, être là à l'écoute des problèmes de la population.
essayer de les résoudre plutôt que de les relayer simplement quand on est journaliste. Donc je ne trouve pas que c'est paradoxal d'avoir été journaliste et puis d'entrer en politique. On appelle d'ailleurs la presse le quatrième pouvoir. Vous avez l'impression d'avoir davantage de pouvoir maintenant en étant aux affaires ou à l'époque quand vous étiez dans le siège de celle qui peut observer et critiquer ? Je pense qu'on a quand même, par rapport à aux réalisations concrètes, on a plus de pouvoir quand même quand on est en politique, puisqu'on prend les décisions et puis on est là pour les exécuter. Après, c'est vrai qu'il faut longtemps pour arriver à la concrétisation des décisions qui ont été prises, mais je pense qu'il est quand même possible d'avoir un vrai rôle qui influe au final sur le quotidien des gens. C'était quoi votre regard sur le monde politique avant de changer de rôle ? Je pense que j'étais naïve, parce que c'est vrai que j'ai observé longtemps les hommes politiques et les femmes politiques de la région, mais on ne se rend pas compte finalement de tout le travail de l'intérieur, de tout le travail à fournir de l'intérieur. Quand je prends un exemple, on va au conseil communal, en tant que journaliste, j'ai suivi des conseils communaux pendant des années. On ne voit que 5 minutes avant le conseil communal, le collège qui s'affaire, qui s'installe. Puis ça dure 2 heures, ça dure 3 heures, on déballe les 50 ou 60 points, et puis c'est tout, mais on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a eu en amont pour arriver à passer son dossier au conseil communal. Et donc je trouve que j'étais très naïve, en tout cas sur l'ampleur de la tâche. C'est ça, et du coup, depuis, votre perception, elle a changé. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris quand vous êtes arrivé en politique ? Quand je suis arrivée en politique, ce qui m'a surpris, c'est la lourdeur ou le poids des responsabilités qui, du jour au lendemain, pèsent sur le mandataire communal. Enfin, on a les élections le 14 octobre en octobre, le premier lundi de décembre, on prête serment. Et puis, le 4 décembre, on se retrouve déjà face à toute une série de questions auxquelles on doit apporter des réponses, alors que finalement, on n'y a pas été préparé. Donc, c'est vrai que les premiers mois ont été assez costauds au niveau de la prise de connaissance de tous les dossiers et pouvoir réagir quand même rapidement. Ouais, ça, c'est une question qu'on aborde en général dans la deuxième partie du podcast, mais puisque vous venez dessus, c'est intéressant. Comment on gère ça, du coup ? Puisque du jour au lendemain, comme vous le dites, on se retrouve à devoir gérer des matières aussi diverses que les travaux, le culte, j'ai vu pour vous, l'agriculture. Comment, en étant journaliste, du jour au lendemain, on devient responsable d'autant de compétences différentes ? On prend le travail à bras-le-corps, on se penche sur les dossiers. C'est vrai que quand on est élu dans une petite commune, on n'a pas non plus un cabinet derrière nous qui nous prépare les dossiers, qui nous mâche le travail, qui nous explique les choses. Donc moi, heureusement, au niveau travaux, j'avais eu la chance de passer quand même une grosse demi-journée avec l'échevin précédent qui m'avait expliqué quelques bases et les dossiers en cours. Et puis sinon, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre et faire preuve de curiosité aussi. Et puis on se plonge dedans, on apprend sur le tas. Mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie. On fait des erreurs au début ? Sûrement, oui, si on fait des erreurs parce qu'on a une méconnaissance du fonctionnement aussi de toute l'administration, certainement. Quand vous êtes entré en politique, peut-être était-ce dû à votre parcours journalistique, mais c'était sans étiquette, sans appartenance à un parti. Ça arrive souvent au niveau local. Mais peu de temps après la naissance du mouvement Les Engagés, vous avez souhaité rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Pourquoi tout d'un coup vous avez voulu rejoindre un mouvement politique ? Il y a plusieurs raisons. Donc on a eu les élections communales en 2018. 2019 s'est passé plus ou moins normalement, mais on se mettait dans le bain, donc franchement c'était pas une période facile. Puis on est arrivé tout de suite pendant la période de Covid et confinement. Et donc, quand on ne fait pas partie d'un parti non plus, on se retrouve quand même un peu isolé. Ce n'a pas été une période facile pour rencontrer d'autres élus, d'autres communes, puisque les réunions, c'était en visio. Même rencontrer les citoyens, la moitié les manifestations étaient annulées. Et donc, le besoin de se sentir quand même faire partie d'une équipe et de se sentir soutenu aussi à l'extérieur
de sa commune, pouvoir avoir une porte où aller frapper quand on a des questions. Je trouve que ça, c'était une de mes motivations. La seconde, ce qui m'a plu dans les engagés, moi je ne me considère pas comme un animal politique, je me considère plutôt comme une citoyenne vraiment engagée qui est là pour de nouveau se mettre au service de la population et de sa commune. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toute la dynamique citoyenne, la participation citoyenne autour de la refonte du mouvement Les Engagés. C'est vrai, je pense aussi que les partis sont sans doute, les anciens partis traditionnels sont sans doute voués à disparaître. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la formation du mouvement des engagés, la manière dont ça a été fait, et puis je m'y retrouvais aussi dans les idées, c'est quand même le plus important. C'est ça, parce que vous l'avez dit, donc pour ceux qui nous écoutent, on va repréciser, donc les engagés refusent l'étiquette de parti traditionnel en se définissant davantage comme un mouvement avec davantage d'horizontalité, de consultation, d'action de terrain. C'est essentiel que les acteurs politiques se redéfinissent, que les institutions, les structures politiques évoluent aujourd'hui, selon vous ? Oui, et je m'y retrouve particulièrement parce qu'à Ciney, quand je me suis présentée, c'était sur une liste qui s'appelait Intérêt Cinassien et qui s'est définie depuis le début comme mouvement citoyen. Et donc, parallèlement à cette dénomination, on a mis toute une série d'actions en place où toutes nos actions reposent vraiment sur l'action citoyenne. On a développé aussi beaucoup la participation citoyenne, budget participatif, parce qu'on y croit et parce qu'on pense que c'est aussi une manière de rentrer en contact et de réconcilier, comme on dit, le politique et le citoyen. Donc je pense que c'est fondamental que la politique change sa manière en tout cas de fonctionner. On reviendra sans doute sur ces points-là dans la deuxième partie du podcast. On le sait, depuis quelques années, les journalistes n'ont plus vraiment bonne presse. Il y a parfois beaucoup d'animosité à leur égard. Est-ce que c'est pire en politique ou est-ce que c'est autre chose ? Non, je pense que c'est pire encore en politique. Si je suis aussi sans doute discrète sur le net, je trouve que l'agressivité générale des citoyens envers les médias, j'ai déjà quand même pu la palper de très près, puisque à ma télé, on a aussi développé quand même très tôt la présence de ma télé sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose que je cerne bien en tout cas. J'ai quand même rapidement compris que les gens ne réfléchissaient pas toujours avant d'écrire, malheureusement. Et en politique, je trouve que c'est encore pire parce qu'au niveau des médias, en général, on attaque un média en particulier. En politique, je trouve qu'on attaque vraiment souvent la personne en tant que telle. Et ça, je pense que ça doit être encore plus difficile à vivre quand on est politique que quand on est journaliste. Je trouve aussi que c'est sans doute plus difficile à vivre pour un bourgmestre qu'un échevin parce que, au final, ça retombe toujours sur le bourgmestre. Les citoyens ont l'impression parfois que le bourgmestre est le seul responsable des décisions qui sont prises. Et c'est vrai que je constate souvent que c'est plus facile à vivre pour les membres du collège, les échevins, que pour le bourgmestre qu'on attaque, qu'on notifie 50 fois sur une journée. Et donc ça, je trouve que c'est assez violent. Et je trouve que l'éducation aux médias, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler davantage pour toutes les tranches d'âge, en fait. Cette agressivité, elle est aussi présente même à l'échelon local, parce qu'on a parfois l'impression que quand on connaît les gens, et à l'échelon local, souvent, on le connaît le bourgmestre, on connaît les échevins, mais du coup, c'est un peu plus sympathique, quoi, c'est un peu plus humain. Non, apparemment, ça reste très dur. Oui, non, je pense que parfois on est surpris de l'attitude sur les réseaux sociaux de personnes qu'on connaît personnellement. Je trouve que la meilleure manière, c'est sans doute pas de répondre sur les réseaux sociaux, mais c'est le face-à-face avec la personne. Après, quand on explique le pourquoi, qu'on prend le temps d'expliquer le pourquoi de telle ou telle décision,
souvent on me dit « Ah, je ne savais pas, finalement je comprends maintenant pourquoi vous avez fait ce choix-là ». Et voilà, on désamorce comme ça le conflit. Mais sur les réseaux sociaux, personnellement, je ne réponds quasi jamais parce que de toute façon, quand on commence à répondre, c'est l'escalade et c'est parti. Et pourtant, parfois j'ai envie, parfois j'ai vraiment envie, mais je me retiens, je me dis, franchement, ça ne sert à rien. Je préfère quand je verrai la personne la semaine suivante ou le mois d'après à une ou l'autre manifestation, lui en parler spontanément. Et je trouve qu'on n'a pas du tout le même dialogue. Et quand on se retrouve face à la personne, je pense qu'il y a aussi un peu plus quand même on est un peu plus diplomate que quand on est tout seul derrière son écran. Ouais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme la voiture. Hein, ça modifie le comportement de façon pas toujours vertueuse. C'est quoi justement votre attitude par rapport aux réseaux sociaux ? Parce que voilà, vous avez décrit tout ce qui était un peu négatif, mais c'est aussi, quand on fait de la politique, un outil qui peut être très performant pour entrer en contact avec les gens, pour communiquer, échanger avec les citoyens. Du coup, vous les utilisez comment, les réseaux ? En tout cas, au sein de la ville de Ciney, quand on est arrivé, il n'y avait pas de cellule communication, il y avait très peu de communication via les réseaux sociaux. Et c'est la première chose qu'on a développée en arrivant. Moi, je suis en charge de la communication, c'est de créer un vrai service communication et une communication permanente avec le citoyen. Donc tous les jours, on communique avec le citoyen, on répond aux citoyens et c'est vraiment... on a énormément de retours positifs à ce niveau-là. Maintenant, on sait enfin ce qui se passe sur la commune de Ciney. Moi, je pars du principe que quand on prend n'importe quelle initiative, on peut passer des heures, des mois à monter un dossier, mais si une fois que le dossier est monté et qu'il est concrétisé, on ne communique pas auprès de la population pour dire il y a ça qui existe, vous pouvez participer, vous pouvez en bénéficier, ça ne sert à rien du tout. Et donc ça reste extrêmement important de communiquer au quotidien envers les citoyens. Certains des animaux politiques qu'on a accueillis ici ont toujours été d'une façon ou d'une autre dans le monde politique. Ce n'est pas votre cas. Du coup, est-ce que vous diriez qu'en termes d'image de soi, c'est compliqué à un moment donné de se lancer en politique et de se retrouver comme ça exposé et la cible d'attaques et d'agressivité sur les réseaux et parfois même en dehors des réseaux ? Oui, mais il faut arriver à prendre de la distance, voilà. Ça, franchement, je trouve que j'arrive à le faire. Au début, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais quand même, voilà, on sait les points positifs et les points négatifs des réseaux sociaux. C'est aussi à nous à ne pas donner le bâton pour se faire battre et à pouvoir faire la part des choses. Donc. On sait que les journalistes détestent quand les politiques pratiquent la langue de bois. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la table, je vous pose la question. Est-ce que c'est toujours possible de dire la vérité quand on est en politique ? Mais quand on est en politique, on travaille quand même beaucoup sa communication. Quand on est journaliste, on cherche l'information. Et donc, non, je peux dire que je fais de la communication. On essaye souvent de faire de l'information, mais régulièrement, oui, je fais de la communication parce que on ne peut pas tout dire. Il y a des nuances, qu'on ne sait pas toujours apporter. On a l'opposition aussi en face de soi. Et donc... Non, je vais être franche, parfois je pratique la langue de bois. Christophe de Beucquelaert, qu'on avait accueilli dans le premier podcast, nous disait qu'entre la langue de bois et la diplomatie, la frontière était parfois un peu floue et que c'était parfois compliqué à faire la différence entre les deux, quoi. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a plein de paramètres et quand on s'adresse à la presse ou quand on communique aussi sur les réseaux sociaux, on tient compte de toute une série de paramètres et donc être diplomate aussi, c'est important. Maintenant, il est temps d'entrer dans la deuxième partie de ce podcast, la partie où on va s'attacher à décrire l'habitat de l'animal politique. Et en ce qui vous concerne, c'est donc cette fonction d'échevin. D'abord, pour commencer, échevin, c'est un métier, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Est-ce que c'est votre métier aujourd'hui ? Oui, moi c'est mon métier, donc ça peut être un vrai métier. Et je trouve que quand c'est possible pour le mandataire politique de prendre sa fonction d'échevin à bras-le-corps comme un métier, c'est bien. Après, je suis tout à fait consciente que c'est pas toujours possible pour 1001 raisons. Mais oui, moi c'est un métier même qu'on pratique 7 jours sur 7.
aux heures de bureau aussi, mais bien avant les heures de bureau souvent, et bien au-delà aussi des heures traditionnelles. Dans une ville comme Ciney c'est quoi, 20 000 habitants 17 000, oui. C'est quoi le rôle au quotidien d'un échevin ? Ça dépend des compétences, évidemment, qu'on porte. Est-ce que vous êtes l'équivalent d'un ministre à l'échelon local ? C'est comme ça qu'on pourrait définir votre rôle ? Je ne connais peut-être pas assez la fonction de ministre à l'échelon local, mais oui, c'est un petit peu la même chose. Donc, toutes les semaines, on se réunit, tout le collège communal, comme les ministres se réunissent régulièrement. Donc, c'est au cours du collège communal qu'on prend toute une série de décisions. Et puis après, l'échevin qui a les compétences dans les domaines dont on a discuté, il est là pour faire exécuter les décisions du collège. Et donc, c'est une fois par semaine, le collège. On a le conseil communal une fois par mois. Et puis, les journées, elles s'égrènent au fur et à mesure des différents rendez-vous qui sont prévus. Moi, j'ai les travaux dans mes attributions. Donc, c'est vrai que c'est déjà une compétence qui prend énormément de temps. On a des gros projets d'infrastructure. Donc, on doit rencontrer les auteurs de projets. Essayer de faire avancer les dossiers pendant leur concrétisation. Donc, on a des rendez-vous avec la population, des réunions le soir. Donc oui, c'est un boulot plus qu'à temps plein. Mais donc, en vous entendant, les décisions sont plutôt prises collectivement et vous avez à titre individuel le rôle de les mettre en application. Oui, ça évidemment. Oui, les décisions, elles sont collégiales au sein du collège, donc elles doivent vraiment être prises à l'unanimité. Alors parfois, on peut ne pas être 100% d'accord avec ses collègues du collège, mais voilà, on doit aussi accepter les décisions, de faire des compromis. De toute façon, les compromis à la belge, c'est bien connu. Ça fait aussi partie de l'ADN de la Belgique. Et donc, quand on est échevin sur plusieurs compétences, vous en avez beaucoup. On l'a dit, vous avez la communication, vous avez la citoyenneté, vous avez aussi l'agriculture et les forêts, les travaux, le culte. Laquelle de ces compétences vous a peut-être apporté le plus de satisfaction depuis le début ou laquelle vous a peut-être le plus surpris dans ce que vous étiez amené à faire ? Sans doute les travaux quand même. Après, les satisfactions, il faut savoir que les dossiers travaux sont des dossiers qu'on mène, mais tous les dossiers en fait, mais surtout les dossiers travaux, entre la décision de développer tel et tel projet qui passe au collège en 2019 et puis le premier coup de pelle, il se passe des mois, voire des années. Et ça, c'est sans doute ce qui est le plus frustrant. En 6 ans de temps, finalement, on n'a pas l'occasion de réaliser de grandes choses parce que toutes les procédures administratives sont quand même super longues, très complexes, super lourdes. Et donc, au niveau des travaux, je pense que c'est là où j'aurais appris le plus de choses. Parce que aussi je partais de zéro, mais en même temps c'est sans doute là aussi où je serai le plus frustrée parce que je sais qu'à la fin de la législature en 2024 on n'aura pas encore beaucoup de choses de réaliser. J'espère des coups de pelle, des premières pierres, mais au niveau de la concrétisation finale d'un dossier, j'espère que ça pourra être le cas, mais ça me fait peur. Oui. Ouais, et encore, parce qu'on se dit qu'à l'échelon local, c'est là où les leviers sont les plus courts et où vous avez parfois le délai le plus bref entre l'idée et la mise en application par rapport au régional ou au fédéral, non ? Je ne suis pas sûre. Non. Franchement, les procédures... les contraintes qui vous sont mises... Et les procédures sont super longues. Les allées et venues entre la région wallonne sur un dossier subsidié et l'administration, le passage au conseil communal, le passage au collège, les délais de rigueur... tout ça prend des mois, voire des années. Et quel regard vous avez sur ces procédures ? Vous diriez qu'elles sont logiques ou que c'est un problème de fonctionnement et d'efficacité de l'État et de l'organisation ? Je pense qu'on pourrait quand même... J'ai l'impression qu'on pourrait quand même améliorer les choses. Et elles sont longues et en plus elles sont hyper complexes. Franchement, je trouve que... moi j'ai de la chance, je peux me consacrer à mon job d'échevin, surtout lors de la première législature à temps plein. Je trouve que c'est une chance parce que franchement, c'est complexe. Et
je trouve qu'on pourrait quand même faire, je pense faire plus simple. Après, je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre un cadre pour ne pas qu'on commence à faire n'importe quoi. Mais la législation aussi, sur les marchés publics, elle est aussi très, très compliquée. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait quand même améliorer les choses. Donc aujourd'hui, vous êtes représentant des échevins au sein de l'Assemblée politique des engagés. C'est quoi comme mission ? Mais l'idée vraiment, c'était d'apporter un soutien aux échevins des différentes communes wallonnes au niveau des engagés. Comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai qu'on se sent parfois isolé. Tous les échevins, tous les échevins des commerces doivent faire face finalement aux mêmes problématiques, les échevins du culte aux mêmes problématiques. Et c'est un peu idiot finalement que chacun travaille dans son coin et cherche des solutions tout seul. Et donc les premiers ateliers à destination des mandataires locaux avec des thématiques bien particulières ont été mis en place. Et je pense que ça peut vraiment aider les mandataires dans leurs fonctions. Les gens se demandent parfois c'est quoi le lien entre le parti politique et les mandataires locaux. Ce lien, il est fort, il est distendu. Comment ça se passe en fait ? Je pense qu'il pourrait être plus proche. Donc, je pense que le Covid n'a sans doute pas aidé avec la difficulté d'organiser des réunions physiques. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de mandataires locaux, oui, qui appartiennent à leur parti, mais qui ne font plus ou ne font pas l'effort d'aller vers leur parti pour toute une série de bonnes raisons. Hein. Parce que je pense qu'ils sont aussi débordés. Souvent, on cumule un poste d'échevin de bourgmestre dans les communes de taille moyenne, en tout cas, avec un job sur le côté. Et donc, tout ça est déjà... les agendas sont déjà hyper remplis. Mais donc, c'est pour ça aussi que je pense que, aller vers les différentes communes, ne pas décentraliser les activités, c'est super important. Je pense qu'à l'approche des prochaines élections, en plus, c'est quand même super important que les futurs candidats soient encadrés, puissent être conseillés. Ouais, se sentent faire partie de l'équipe. Voilà. Vous avez fait donc du journalisme de proximité pendant 15 ans, puis maintenant de la politique locale depuis 4 ans. Ce travail de proximité, c'est un choix de vie pour vous ou c'est juste un hasard en fait ? Non, en tout cas, à la base, c'est un choix de vie. Je n'ai pas fait du journalisme au niveau local par dépit ou parce que ça ne fonctionnait pas ailleurs. C'est vrai, ça a été vraiment mon premier réflexe. J'ai aussi, après ma première expérience dans le cabinet ministériel, travaillé à la Direction générale des pouvoirs locaux à la région wallonne. Parce que, de nouveau, déjà là, les pouvoirs locaux, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et donc, au départ, en tout cas, c'était vraiment un choix de vie. Je savais aussi... Et c'est quoi qui vous attire ? C'est le fait de pouvoir agir sur votre quotidien directement ? Oui, c'est la proximité. Je pense que la proximité avec les gens, la proximité avec le territoire, je pense que c'est ça qui me motive au quotidien. Vraiment agir sur le quotidien de sa commune. C'est quoi le grand observatoire des engagements ? Donc ça, une fois par an, donc la liste interrésinatien dont je fais partie, on organise, donc on invite les citoyens à venir entendre les différents engagements qu'on a réalisés au cours de l'année qui s'est écoulée. Donc pendant la campagne électorale, avant la campagne électorale, on avait réalisé notre programme électoral et dans ce programme, il y avait 186 engagements. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à la fin 2024 à la concrétisation d'un maximum de ces engagements. Et on avait toujours dit que chaque année, on rendrait des comptes à la population. On ne va pas attendre 6 ans pour dire « regardez ce qu'on a fait ». Et donc, chaque année, on fait l'exercice de présenter à la population sinassienne les engagements qui sont finalisés, qui font partie de ce programme électoral. C'est cette exigence de transparence et de communication avec les citoyens dont vous parliez tout à l'heure qui était importante à vos yeux ? Oui, voilà. C'est pas on veut aussi... notre liste, c'est vraiment aussi un mouvement citoyen. Et donc, on veut rester proche du citoyen. On veut aussi montrer que on n'a pas, comme ça, en campagne électorale, fait des promesses en l'air. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, justement, pour rétablir la confiance avec le citoyen, que les politiques soient cohérents par rapport à leur discours.
Et la meilleure manière de montrer qu'on est cohérent, et c'est pas juste le montrer, mais on l'est aussi, eh bien, c'est d'inviter la population chaque année à cet observatoire des engagements. Et c'est là que la population peut se rendre compte du travail accompli, poser toutes ces questions, avoir aussi des informations sur les engagements qui sont en cours mais qui ne sont pas finalisés. Et donc, on y tient vraiment. Comment c'est reçu par les gens, justement ? Franchement, c'est reçu de façon très positive, je pense. C'est vraiment un exercice de démocratie participative, Après, on est toujours un peu déçus du peu de présence à ces observatoires des engagements, sans doute de la population. On préférerait que les gens viennent poser là leurs questions pour entamer directement un dialogue avec eux que à nouveau sur les réseaux sociaux. Mais ça fonctionne quand même chaque année. On a quand même on a du public. Les gens qui sont là sont des gens qui sont vraiment intéressés par la démarche. Et donc, on va continuer l'exercice jusqu'à la fin de la législature. Ouais. Il y a souvent ce décalage entre le désir de participation et d'horizontalité des citoyens et l'implication concrète et réelle quand la porte est ouverte. C'est dû à quoi ça veut dire que la participation citoyenne, ça doit s'apprendre aussi ? C'est quelque chose qui doit prendre du temps, qui doit devenir une culture de la participation ? C'est pour ça que pour le moment, il y a ce décalage, vous croyez ? Je pense, je me pose souvent les mêmes questions que vous en tant qu'échevine de la citoyenneté. Échevine de la citoyenneté. Par exemple, le budget participatif, on l'a lancé, je pense, en 2019. On a tout un plan de communication quand même bien ficelé et bien établi. Et on se rend compte chaque année que si on ne relance pas, on le voit, si on ne relance pas des actions de communication à différents moments du budget participatif, eh bien, on n'a pas beaucoup de retours. Donc, c'est vraiment quand même... Parfois, c'est paradoxal parce que la population réclame plus de démocratie, mais en même temps, il faut quand même tirer, je trouve, vraiment les gens pour participer très concrètement. Et alors, dans le cadre du budget participatif, donc les synassiens peuvent lancer leurs idées, mais on a aussi modifié un peu le règlement parce qu'on veut que les synassiens s'impliquent aussi dans la concrétisation après du projet, pas juste lancer une idée, mais qu'ils se rendent compte aussi de la difficulté après de toutes les démarches qu'on doit mettre en place pour pouvoir concrétiser leur projet. Et vraiment, la participation citoyenne, pour moi, ça va jusque-là. C'est pas juste lancer des idées comme ça, mais c'est vraiment aller jusqu'au bout de la concrétisation des différents dossiers. Et du coup, vous avez des pistes de réponse à ce pourquoi il y a ce décalage, pourquoi il y a cette difficulté à ce que les gens s'impliquent pour le moment ? Je pense que le Covid, à nouveau, n'a pas aidé. Je pense qu'on est quand même dans une société de plus en plus individualiste, je pense, et donc donner du temps pour la communauté. On sait que les gens ont des vies, que tout le monde vit à du 100 à l'heure aujourd'hui, et donc c'est arrivé à faire une petite place dans sa vie pour la communauté. Voilà, c'est sans doute ça qui pose problème aujourd'hui. Ouais, la citoyenneté, ça ne matche pas vraiment avec le concept de société de consommation. Il n'y a pas vraiment de place pour ça dans une société de consommation. D'où le besoin peut-être de faire évoluer la société à ce niveau-là. Vous l'avez dit, échevine, vous l'êtes 7 jours sur 7. Est-ce que vous l'êtes aussi 24 heures sur 24 ? Est-ce que parfois on vous appelle à des heures improbables ? Oui, ça arrive quand on a des faits divers particulièrement importants. Ça arrivait quelques fois pendant la législature, un incendie d'une maison avec des conséquences très, très compliquées sur le terrain. Moi, c'est vrai que je suis échevine des travaux. C'est toujours le bourgmestre, quand il y a des problèmes de sécurité publique, qu'on appelle. En général, il essaye de ne pas me réveiller. Et donc d'appeler directement le service travaux, mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que oui, je me lève aussi au milieu de la nuit et, pour essayer de faire un maximum pour que les choses ne prennent pas plus d'ampleur parfois. Donc, voilà. Alors en politique, il y a tout ce qui concerne directement vos fonctions, et puis il y a tous les à côté, ce que j'appelle le syndrome fête du boudin. Comment vous gérez ça ? C'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Vous êtes fort sollicité les week-ends en dehors des heures normales pour aller faire de la représentation ? Oui, si je prends l'exemple du week-end dernier, je pense qu'il y avait 10 ou 12 manifestations sur la commune de Ciney. Ce que je fais en général, j'essaye d'aller
1, 2, 3, 4, ça dépend un peu en fonction de mon agenda. Mais je vais rarement à toute la manifestation. J'essaye d'aller à une demi-heure, 3/4 d'heure, d'aller à une et puis à l'autre. Comme les semaines sont déjà hyper compliquées, au niveau privé aussi, donc j'essaie quand même le week-end de donner la priorité. J'ai 3 filles qui jouent au basket, qui sont adolescentes, et donc j'essaie quand même de combiner ça avec la vie de famille. C'est pas toujours évident, mais je trouve que c'est important aussi d'aller à la rencontre des citoyens. Je ne pense pas que la majorité des citoyens voteront en 2024 parce que tel et tel échevin ou le bourgmestre a beaucoup travaillé. Je ne pense pas, malheureusement. Je pense qu'ils voteront pour les personnes avec qui, les personnes qu'ils ont vues ou les personnes avec qui ils ont eu un contact direct. Et ça, c'est tout le paradoxe aussi. Et donc, c'est arriver à doser tout ça, le temps qu'on va accorder à la représentation par rapport au temps qu'on accorde au dossier, tout ça avec la vie de famille. Donc, il faut trouver un juste équilibre, mais franchement, c'est pas très facile, je trouve. C'est de la représentation, mais c'est aussi de l'écoute. C'est une façon d'aller sonder le terrain un petit peu sur comment les gens perçoivent votre travail ou les besoins de la commune sur certains dossiers. Oui, je pense que pour faire de la politique, il faut la politique au niveau local, il faut aimer sa commune, mais il faut aussi aimer les gens, avoir de l'empathie pour eux, et pour arriver à mieux les comprendre aussi et à mieux connaître leurs besoins. Donc c'est super important d'avoir ce face à face. C'est pas la même chose qu'un coup de fil, c'est pas la même chose qu'un mail où il y a toute une part qui nous échappe quand on a juste un coup de téléphone ou juste un mail par rapport à une demande. Quand on rencontre la personne, c'est beaucoup plus riche. Et je trouve que ce que je retiens aussi de ce mandat, c'est le nombre de personnes qu'on a été amené à rencontrer et qu'on est amené à rencontrer tous les jours. Donc ça, je trouve que ça aussi est quand même super enrichissant. Il y a plein de gens avec qui je n'aurais jamais eu une discussion ou que je n'aurais pas rencontré spontanément. Donc ça, c'est aussi quand même, je trouve, important et enrichissant. Vous l'avez dit, vous avez 3 filles. Alors c'est une question que je pose à tout le monde, mais qui malheureusement sonne encore différemment suivant qu'on soit un homme ou une femme. Allier une carrière politique et la vie de famille, l'équilibre, il est possible ou il y a nécessairement des sacrifices à faire ? Il y a des sacrifices à faire. J'ai toujours l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment, quoi. J'ai toujours l'impression que, oui, si à 21h, je suis en semaine à une réunion, que je ne suis pas encore rentrée, ou je suis rentrée en coup de vent 10 minutes, j'ai l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je suis chez moi et que je ne suis pas allée à une manifestation qui était quand même importante parce qu'une de mes filles jouait au basket, je suis aussi parfois frustrée parce que je me dis mince, j'aurais dû aller là-bas à la place, et ça c'est continuel. J'ai aussi des parents qui sont vieillissants et qui ont eu pas mal de problèmes de santé, et donc ça demande aussi, je ne m'attendais pas à devenir parent presque de mes parents. Et donc là aussi, parfois, je suis vraiment prise, je trouve, dans un étau. Et c'est vrai que ça ne laisse du coup pas beaucoup de temps pour soi. Ça a l'air très compliqué, ouais. Et c'est quoi la recette magique du coup ? Comment Moi, je suis toujours passionné par la question des agendas. Comment vous faites entrer tout ça dans une semaine de 7 jours avec 24 heures par jour seulement ? Il faut déjà il faut anticiper parce que c'est important d'avoir une vision à 1 ou 2, 3 semaines. Je trouve que bien s'organiser. J'avais essayé avec l'agenda sur mon téléphone. Moi, j'y arrive pas parce que déjà quand on prend les rendez-vous, souvent on est au téléphone et donc c'est super compliqué. Donc cette formule-là, j'ai complètement abandonné. Je suis revenue au bon vieux agenda papier. Et j'essaye de faire de la place, pour tout le monde dans mon agenda. Et ça fonctionne quand même, hein. J'ai des filles quand même, je trouve, qui sont compréhensives. Je n'ai pas, en tout cas, souvent de reproches parce que je ne suis pas là. Après, quand on a des tout petits enfants, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a des adolescentes qui commencent quand même à se gérer elles-mêmes, c'est quand même un peu plus facile, ouais. Donc vous avez été une femme chef de rédaction. C'est pas, on peut le dire, encore si commun, malheureusement. Mais vous avez participé à faire cette place. Comment vous voyez la place des femmes en politique aujourd'hui ? Il y a encore du boulot.
Je pense que tant qu'au sein d'une famille, je suis désolée, vous êtes un homme, mais l'homme n'aura pas pris autant de place que la femme, ça restera très compliqué pour la femme de se faire une place en politique. Parce que la charge mentale des femmes est toujours quand même beaucoup plus élevée que celle des hommes. Et donc, oui, ça nécessite beaucoup de sacrifices pour une femme de faire de la politique. Et c'est pas facile, c'est pas facile à vivre. Ces enfants, on les a pas. Les enfants, ils restent dans la maison 18 ans, on va dire, et puis après c'est fini. Et donc on se dit, ces 18 années, elles sont déjà très courtes. Et puis moi, je vais encore à l'intérieur retirer beaucoup de moments parce que je fais de la politique. Et je me suis déjà dit parfois... si j'avais un boulot, un boulot qui me permet de terminer toutes mes journées à 16h, avoir un jour de congé par semaine, je me dis parfois, oh mon Dieu, que ce serait beaucoup plus simple. Après, j'y pense pendant 30 secondes et puis j'abandonne tout de suite l'idée parce que je pense que ça ne me correspond pas. J'ai quand même toujours exercé ma profession, que ce soit journaliste ou rédactrice en chef, à fond parce que j'aime bien ce que je fais et je ne suis jamais allée au boulot avec des pieds de plomb et c'est aussi une passion. Mais oui, je pense que tant que l'égalité au sein des familles entre l'homme et la femme ne sera pas établie, ça restera très très compliqué de le faire de la politique pour les femmes. Il y a encore du chemin à parcourir. Oui, énormément. Anne Pearson, on va finir ce podcast comme on l'a commencé, avec 3 questions directes. Pour vous, l'échelon local, c'est définitivement votre truc ou vous avez des envies d'autre chose ? Comme je viens de le dire, j'aime bien ce que je fais. Franchement, je trouve qu'il y a moyen de s'épanouir en étant échevin ou bourgmestre d'une commune. Après, ça fait 4 ans que je suis dans la fonction. J'ai encore plein de choses à apprendre, je trouve. Après, rien n'est moins sûr qu'une carrière en politique. Donc, on ne sait pas du tout de quoi demain ce sera fait. On n'a pas de CDI en politique, on ne sait jamais. Peut-être que je n'irai pas jusqu'à la fin de la législature. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer en politique. J'ai quand même observé pendant suffisamment longtemps tout ce qui se passait dans les communes autour de moi quand j'étais journaliste pour me dire que tout était possible en politique. Il y a très peu de communes finalement où il n'y a pas de bouleversement pendant la législature de 6 ans. Donc moi je me dis que c'est bien de vivre au jour le jour en politique. Et puis on voit comment l'avenir évolue. Quand on quitte le journalisme pour la politique, c'est nécessairement un aller simple ? Pas nécessairement, je pense pas. Je pense qu'il y a des exemples. Josy Dubié, par exemple, je pense à lui, il y en a d'autres. En tout cas, si à un moment donné, je devais revenir à mon premier métier, je porterais un regard tout à fait différent et je ferais sans doute mon travail de manière très différente parce que, avec tout ce que je sais, entre guillemets, et que je ne savais pas par le passé, après, je pense que c'est pas impossible, même s'il doit y avoir une période très difficile entre la fin du mandat et la reprise de la fonction de journaliste. Je pense que le début doit être quand même assez compliqué. Donc personnellement, je ne sais pas du tout, ce que je ferai à la fin de ma vie politique. Vous n'avez pas fait une croix en tout cas sur le journalisme nécessairement ? Non, parce que ça reste aussi une passion et donc je pense que ce boulot me passionnera quand même toujours aussi, donc on verra. La politique, c'est le monde du compromis, mais si vous aviez le droit, la chance de pouvoir faire aboutir un dossier, n'importe lequel, à quelque échelon que ce soit, sans devoir y changer une virgule, ce serait quoi ? J'ai aussi comme compétence les aînés et c'est une de mes compétences sur laquelle je n'aurais pas beaucoup travaillé pendant cette législature-ci. Donc je l'ai dit, j'ai des parents qui sont qui ont vieilli depuis 4 ans, qui sont aujourd'hui en maison de repos et donc ils sont en maison de repos. On a passé toute une année à essayer de le maintien à domicile. Et donc, je pense que toute cette période m'a profondément marquée. Et ce qui me saute aujourd'hui aux yeux, c'est qu'en matière de vieillissement de la population et des aînés, en tout cas, il y a encore énormément de choses à faire. Je trouve que
La Belgique n'est sans doute pas à la pointe. Je sais que dans les pays nordiques, ils sont plus loin dans l'accompagnement des personnes âgées. Et je pense que si je pouvais d'un coup de baguette magique, en tout cas, changer quelque chose dans la société belge aujourd'hui, ce serait l'accompagnement en tout cas des personnes âgées. Pour favoriser l'autonomie et le maintien à domicile, c'est ça, dans des conditions optimales. Quand c'est possible, oui. Enfin, déjà ça, c'est super compliqué. On s'y est cassé les dents avec mon frère et mes sœurs parce que on n'est pas prêt en Belgique quand on a besoin d'une aide quasi 24 heures sur 24. C'est vraiment très difficile, même en y mettant les moyens financiers. Et puis au niveau des maisons de repos, il y a encore énormément de travail pour sans doute donner plus de moyens aux maisons de repos pour qu'elles puissent... que ces maisons de repos ne soient pas simplement, à certains moments, en tout cas de la semaine, des dortoirs, mais vraiment des lieux de vie, des lieux où on puisse encore avoir des projets, un but dans sa journée. Et donc, je trouve que là, il y a vraiment énormément de travail. Et c'est vraiment un sujet qui me fait peur. On sait que c'est aussi un domaine où on est en pénurie de main-d'œuvre et... je pense que le problème va aussi s'accentuer. On vit de plus en plus longtemps, on aura de plus en plus de seniors. Et ça me fait même peur pour moi quand je serai vieille. Mais ça me fait peur aussi quand je vois la situation au quotidien. Je trouve ça affolant parfois. Merci Anne Pearson. Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de votre avis, de votre sentiment ou de vos idées. À bientôt!